Bonjour, vous êtes avec Vanity Fair pour notre podcast Écoutez les filles, présenté par Sophie Rosemont et qui, comme son nom l'indique, laisse la parole aux filles. Pour cette nouvelle saison, nous accueillons des artistes de la nouvelle scène française. Elles font parler d'elles et nous avions envie de leur donner la parole. Gisèle, Olympia, Juliette, Clara, Olga, Kitri. À bientôt 31 ans, Léonore Bollac a incarné les héroïnes les plus inspirantes de la danse classique, mais aussi contemporaine. C'est une danseuse étoile, donc, depuis 2016, qui, malgré ses airs angéliques, n'en est pas moins une femme très engagée. Et notamment, et c'est ce par quoi je vais commencer, l'association What Dance Can Do. Peux-tu, Léonore, nous la présenter et nous dire en quoi elle est importante ? Oui, bien sûr. Alors, c'est une association qui vise à apporter la danse, que ce soit donc comme divertissement ou comme enseignement, à des enfants qui sont soit en difficulté socio-économique, soit hospitalisés. Et donc, on fait des spectacles, par exemple, à des enfants dans les hôpitaux. J'y vais après, là, je vais à Necker. Avant, on faisait des spectacles sur une espèce de petite scène qu'ils ont au sein de l'hôpital. En ce moment, avec le Covid, c'est pas possible. Mais donc, on se promène dans les chambres, je leur montre mon costume, je leur fais une petite démo. L'idée, c'est de leur apporter un moment de rêve qui les sort un peu de leur quotidien pas facile. Et comme enseignement, c'est plus dans un cadre donc socio-économique. Je suis allée enseigner dans le bidonville de Kibera et aussi dans un orphelinat au Maroc. Donc c'est apporter de la danse classique à des enfants qui n'ont pas forcément l'habitude d'en faire et leur donner des cours aussi qui leur apportent vraiment ce que j'aime. C'est juste de partager ma passion et tous les bienfaits qui découlent de cette pratique à des enfants qui n'y ont pas forcément accès encore que à Nairobi dans le bidonville de Kibera. Les enfants ont des cours de danse toutes les semaines. C'est vrai ? Ouais. Assuré par qui ? Alors, assuré par une équipe sur place qui est gérée par une autre association. Donc voilà, ils ont une équipe de professeurs fixes qui donnent des cours de danse classique, de danse contemporaine africaine, de musique, de cirque. Enfin, il y a plein de belles choses qui se font. Et toi, tu enseignes le classique ? Moi, j'enseigne la danse classique, ouais. Et c'est quelque chose qui te change de ton quotidien ? Bien sûr, déjà, je n'avais jamais enseigné avant, donc c'est nouveau pour moi. Et enseigner à des amateurs non plus, c'est très différent en fait de ma pratique quotidienne évidemment, mais c'est hyper enrichissant parce que ça demande de décortiquer les mouvements, d'essayer de capturer l'essence de ce qui fait le mouvement de danse classique, de ce qui le rend beau, de ce qui le rend intéressant à faire aussi, parce que le but c'est pas d'en faire tous des superstars de la danse, mais de leur faire aimer ce type de mouvement. C'est aussi une écoute de la musique qui est différente. Et souvent, dans la danse classique, on a une certaine rigueur d'ensemble qui est assez intéressante dans un groupe qui invite les enfants à respirer ensemble, à s'écouter vraiment et à être tous synchronisés sur la musique. Et c'est assez particulier et moi, j'aime ça. Voilà. Récemment, tu as posté une image de toi avec le téton barré de rouge. Ah oui. Caché ce téton que je ne saurais voir, qui est clairement une allusion au fait que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes droits quand il s'agit de se dévoiler du point de vue physique, et d'ailleurs pas que. Le féminisme, j'ai l'impression que c'est quand même une notion qui te parle énormément. Tu te considères comme féministe ? Ah oui, bien sûr, sans hésiter. Alors, en l'occurrence, pour ces histoires de tétons, pour moi, c'est toujours étrange parce que dans la danse, il y a plein de moments où on vit notre corps comme absolument pas sexualisé puisque d'une part, on se déshabille beaucoup les uns devant les autres. La nudité fait partie vraiment de notre métier. On se retrouve parfois dénudés sur scène et pas forcément dans un contexte de séduction ou sexuelle. Par exemple, le Sacre du printemps de Pina Bausch, on dévoile un sein, mais c'est plus pour montrer une vulnérabilité que quoi que ce soit de sexuel. Et c'est vrai que c'est même si on va rétorquer que c'est pas la priorité du féminisme, je veux dire, de toute façon, des priorités du féminisme, il y a tellement de boulot que évidemment, si on s'arrête à ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais je trouve ça toujours surprenant que dans l'imagerie publique, on ne puisse pas montrer un sein, alors qu'on peut montrer tellement de choses hyper choquantes. Et d'ailleurs, sur cette image, en fond, il y a plein d'hommes qui sont torse nu. Et voilà, ça, ce n'est pas gênant, mais mon téton gauche, apparemment, il est choquant. Il est choquant. Et quand tu parles de priorités, en tant que femme de 30 ans, française, quelles sont pour toi les priorités du féminisme d'aujourd'hui ? C'est l'éducation des jeunes filles dans le monde. C'est vraiment la meilleure façon de préparer l'avenir et d'enrayer tout un système patriarcal qui prive énormément de jeunes filles de l'accès à l'éducation, du savoir et donc de postes rémunérateurs. C'est vraiment je pense que si on doit prendre l'engrenage quelque part, ça doit être là. Ça me fait rebondir sur cette phrase qui est le gimmick de l'émission. C'est ouais. Cette formule de Gloria Steinem. La vérité vous libérera, mais d'abord, elle vous mettra en rage. En quoi elle te parle, cette formule ?
Je dirais que moi, j'en suis encore au stade de la rage, donc je vais faire confiance à l'expérience de Gloria Steinem pour me dire qu'un jour, ça m'en libérera, mais pour l'instant, je ne suis pas sortie du stade 1. Ouais, la colère est toujours là et elle t'anime. Oui, ça me met extrêmement en colère de voir que les jeunes filles partout dans le monde ne peuvent même pas parfois aller à l'école. Enfin, je veux dire, c'est quand même la base, quoi. Et c'est aussi pour ça que tu as envie de voyager, d'aller apprendre à danser, Oui. D'aller sur place? Oui, je pense que la danse, c'est un moyen de se connaître, de s'émanciper, de aussi prendre conscience d'un corps qui voilà, il va être considéré comme honteux jusqu'ici sur Instagram d'ailleurs, hein, mais encore plus partout ailleurs dans le monde. Avec la danse, il y a une sorte de prise de possession de son corps que je trouve intéressante et puis que j'ai envie de transmettre. Parce que aussi, c'est ce que je suis en mesure de transmettre à titre personnel. Et donc, si je peux le faire, je vais le faire. Oui. Et toi, ton rapport à ton corps, comment il a évolué? Parce que le corps d'une danseuse, c'est un outil de travail. Donc, c'est quelque chose qu'on sculpte avec les années, qu'on doit parfaitement maîtriser, j'imagine qu'on évalue presque d'un point de vue extérieur. Oui, tout à fait. Comment on fait pour se forger son identité, et en l'occurrence son identité de femme? Ce qui est délicat, c'est que j'ai vraiment grandi avec ce regard sur mon corps comme tu dis, qui est assez extérieur. Donc, je pense oui, mon corps, c'est un outil que je dois soigner, que je dois savoir pousser aussi à ses limites, mais pas les dépasser. Donc, c'est un rapport, voilà, très professionnel avec son corps. Je dois dire que si je n'étais pas danseuse, probablement que purement esthétiquement, j'aimerais avoir quelques kilos en plus et des lignes musculaires un peu moins sèches. Mais d'un point de vue professionnel, c'est ce qu'il faut. Donc voilà, je me pose pas plus de questions que ça. Et puis j'aurai une autre vie à 42 ans. Peut-être que je serai plus ronde, on verra. Alors justement, 42 ans, là, il te reste quand même plus d'une décennie de travail, mais ça peut vite passer. Et est-ce que tu penses à l'après ou pas du tout? Tu fais carpe diem? Est-ce que tu as des fantasmes? Est-ce que tu as des idées déjà précises de ta seconde vie? Parce que la retraite des danseurs, c'est pas une retraite, c'est une autre vie. Ouais, tout à fait. Je pense déjà c'est une chance quand même d'avoir et c'est une chance. L'occasion d'avoir deux vies, c'est pas mal. J'avoue que quand je n'étais pas encore dans ces étoiles ou quand j'étais dans le corps de ballet, j'avais un peu plus l'envie de me projeter dans une autre carrière à 42 ans, dans quelque chose de complètement différent. Justement, je me disais, mais quelle chance immense d'avoir une sorte de nouveau départ possible à la moitié de sa vie. Génial. Et plus j'avance, plus je me dis que j'emmagasine quand même beaucoup de connaissances dans un domaine. On m'a transmis énormément de choses et ce serait finalement un peu égoïste de les garder pour moi et d'aller faire autre chose ailleurs. Et puis après, d'un point de vue purement égocentré, je me dis j'ai atteint aussi un certain sommet dans un domaine. Je sais pas si repartir à zéro dans un autre où je vais être potentiellement nulle, c'est quand même possible. Ou alors dans un autre domaine qui me passionne. Enfin, trouver une autre passion qui m'anime autant que la danse, c'est pas gagné quand même. Ça n'arrivera probablement pas. Donc, j'ai de plus en plus envie finalement de continuer dans ce domaine. Bon, c'est difficile à dire, mais j'aimerais transmettre. D'ailleurs, j'aimerais continuer de transmettre dans un contexte caritatif. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et alors, si j'imagine que je peux avoir du talent en chorégraphie, donc parce que pour l'instant, je n'en sais rien, mais j'aimerais bien aussi chorégraphier des ballets classiques pour faire évoluer un petit peu les thèmes narratifs qui sont au cœur de ces grands ballets classiques, parce que moi, j'adore la danse classique, j'adore ce langage, j'adore l'esthétique, la grâce que ça transmet et la façon dont ça fait rêver le public. Mais j'aimerais qu'au cœur de ça, il y ait des histoires plus actuelles, ou en tout cas des façons de traiter les histoires de façon plus actuelle, de centrer une attention sur les psychologies des personnages un peu différemment, notamment sur les rôles de femmes, évidemment, hein, on y revient. Il y a plein de ballets où les rôles féminins sont complexes, mais il y en a aussi où c'est la princesse qui attend de se marier, tout ça. Et je dis pas qu'ils ne doivent pas exister, mais j'aimerais que ça évolue et qu'il y ait des nouvelles propositions, en fait. Donc, si je pouvais réussir à moi faire ces nouvelles propositions, je serais très fière. Ou sinon, collaborer avec des gens pour y arriver. Ça peut être un travail d'équipe. Je pense qu'il y a beaucoup de très belles œuvres qui se sont créées avec des tas de talents différents. Donc, voilà, je pense que j'aimerais en tout cas me joindre à un mouvement qui créerait des nouveaux ballets classiques. À propos de rôles complexes, justement, quels sont, toi, les personnages qui t'ont le plus touché lorsque tu les as incarnés? Juliette, Marguerite Gauthier, Gisèle et L'élu dans le sacre. Le sacrifice revient un petit peu à chaque fois. Ouais. Mais ça, c'était très particulier. Je sais pas si c'est même un rôle d'interprétation, puisque c'est
On ne joue pas un personnage, mais c'est une expérience tellement unique et c'est hyper difficile à décrire, mais c'est une espèce de vibration qui d'abord est super commune, quelque chose d'hyper tribal dans ce sacre qui commence comme une pièce de groupe. Je parle du sacre de Pina, qui se passe donc dans la terre, on est pieds nus. Déjà, on n'est pas esthétisé, ce qui est rare dans notre milieu. Les filles, on n'est pas maquillées, on est à peine, on a les cheveux juste vaguement attachés pour pas les avoir dans les yeux, quoi. On a des espèces de tenues transparentes, de petites robes, quoi. Et les hommes, pareil, qui sont pas esthétisés. Donc c'est d'abord une pièce de groupe, on sent quelque chose d'hyper tribal qui part vraiment des tripes. Et puis petit à petit, le groupe est effrayé, on sent qu'on cherche une personne qui va être finalement rejetée du groupe, qui va être l'élu et qui va être sacrifiée. Et c'est très particulier de vivre ce retournement du groupe contre une personne qu'on peut vraiment imaginer dans plein de situations dramatiques de toutes les époques. C'est très spécial et c'est très déplaisant, mais malgré tout, c'est quelque chose que j'aimerais revivre. Donc voilà, ça, je suis pas complètement claire avec ce que ça m'a fait, mais c'était fort. Remontons à ton enfance. Tu n'en parles pas beaucoup, mais tu es d'origine franco-norvégienne. Oui. Tes parents, quelle a été l'éducation artistique qu'ils t'ont apportée? En quoi cette double origine a été précieuse? En quoi tout ça a nourri peut-être ta vocation de danseuse? Alors, je ne sais pas si ma double origine a spécialement joué un rôle dans ma motivation à être danseuse. C'est difficile de séparer les différents éléments qui font qui on est. Mais ma mère, donc celle qui est norvégienne, et aime toujours d'ailleurs beaucoup la danse. Et donc, moi, quand j'avais 4 ans, j'avais beaucoup d'énergie, comme beaucoup d'enfants de 4 ans, il fallait canaliser. Donc elle m'a inscrite dans un cours de danse où il y avait ma cousine. C'était très bon enfant et amateur. Je pense que ça m'a vite plu, mais j'ai pas tout de suite décidé d'en faire mon métier, simplement parce que je savais pas vraiment que c'était un métier possible. Mais j'ai toujours aimé m'exprimer comme ça. Je dansais beaucoup dans mon salon. Voilà, c'est mes souvenirs d'enfance, dans mon salon, danser sur du Chopin et du Brahms sur mon parquet. Et donc là, l'influence de ma mère, ce serait probablement une influence musicale, puisque c'est elle qui avait beaucoup de disques et qui me laissait le choix. Donc voilà, c'était les nocturnes de Chopin et les danses hongroises de Brahms, mes choix. Ça pouvait annoncer ce qui allait se passer par la suite? Oui, presque. probablement. C'est vrai que c'est très... je pense que mon amour de la danse naît vraiment dans mon amour de la musique. Et aujourd'hui, t'es plutôt jazz, j'ai l'impression. Alors, j'écoute beaucoup de jazz sur mon temps libre. Je peux pas dire que je préfère le jazz à la musique classique, c'est juste que je baigne énormément quotidiennement dans la musique classique. Et donc, quand je rentre chez moi, c'est vrai que j'ai peut-être envie d'écouter un peu plus du jazz. Qu'est-ce que t'aimes écouter dans le jazz? Moi, j'aime le vieux jazz vocal, comme Ella Fitzgerald, Nina Simone, Etta James, Duke Ellington. Et j'irais même plus loin, j'aime bien l'écouter avec un son un peu grésillant, un peu capturé d'époque. J'ai un vieux gramophone chez moi. Alors, j'écoute pas toujours ma musique sur mon gramophone, parce que c'est une installation. Et en plus, c'est très, très fort, on peut pas régler le volume. Donc, pour les voisins, c'est pas sympa. Mais voilà, où j'aime l'idée d'un son qui n'est pas trop retravaillé. Alors ensuite, il y a eu ces années où tu as tenté le concours, que tu n'as pas eu. Tu es partie au conservatoire. Oui. Tu es revenue. Et là, tu es rentrée à l'école de danse de l'opéra. En quoi ces obstacles t'ont finalement aidé à trouver d'autant plus ta voie? Je pense que déjà, chaque obstacle, c'est l'occasion de découvrir à quel point on a vraiment envie de faire ce qu'on fait. C'est-à-dire que, évidemment, c'est une déception, on passe un mauvais moment, on doute de soi, on ne se sent pas forcément... Voilà, on se demande, est-ce que je suis faite pour ça? Et à chaque fois, la réponse, c'est oui, c'est ce que je veux faire et je vais y arriver. Donc, disons que chaque obstacle permet de vraiment se rendre compte de la valeur de ce qu'on cherche. C'est aussi l'occasion de se remettre en question, techniquement, artistiquement, de travailler plus, on va dire. Alors après, t'es arrivée à l'école et t'as été quadrille. C'est pas forcément des moments faciles, parce que je sais que c'est des moments où on danse pas comme on aimerait, en tout cas, danser. Toi, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Parce qu'on demande souvent ce que vous avez ressenti à titre individuel, mais collectivement, est-ce que tu sentais que ce sentiment était partagé? Est-ce que tu ressentais plutôt de la rivalité ou plutôt justement du soutien de la part de tes camarades? Comment cette expérience qui est finalement assez personnelle, j'aimerais danser plus, j'aimerais devenir soliste et je sais qu'il y a encore un peu de chemin pour y arriver et j'attends que ça arrive, t'arriver à le partager avec celles et ceux qui t'entouraient? Je pense qu'à l'époque où ça m'est arrivé, donc mes 5 premières années de ballet où effectivement je dansais pas beaucoup, bon, il faut quand même dire que même si c'était difficile et que j'aurais aimé danser plus, j'étais quand même à l'Opéra de Paris en train de faire des productions magnifiques, donc c'est quand même pas la pire situation au monde, hein.
Mais c'est vrai que j'étais frustrée. Et je pense que je l'ai vécu de façon assez individuelle, alors que avec le recul, je me dis que c'est quelque chose, c'est une étape par laquelle passent beaucoup de danseurs et de danseuses finalement. Et j'aurais probablement dû plus en parler et pas le vivre, voilà, comme une espèce d'échec et de rejet personnel. Finalement, tout le monde a des obstacles à un moment donné. C'est juste qu'ils sont pas répartis forcément de la même façon dans la carrière. Il y en a qui vont progresser très vite au début quand ils arrivent, puis buter à un stade qui sera celui de sujet ou de première danseuse ou quoi. Et ça va engendrer des frustrations aussi. Et je pense que c'est important, en tout cas, si des jeunes qui s'y mettent écoutent, de se dire que ça arrive en fait à tout le monde à n'importe quel moment de la carrière et que faut s'armer de patience et que finalement, voilà, on traverse tout ça. Et là maintenant, donc tu es danseuse étoile et ton principal partenaire, c'est Germain Louvet, que j'ai vu il y a pas longtemps dans sa loge. Et il y avait des figurines et des jouets, des cadeaux que tu lui avais fait. Et comment on entretient la flamme d'une relation aussi particulière qui est celle d'un couple sur scène? C'est bon, je m'étais jamais posé la question comme ça parce que finalement, je sais pas si on vit beaucoup dans ce type de couple-là, la routine et le quotidien puisqu'on change de rôle, donc on change d'histoire d'amour à chaque fois. Bon, on raconte quand même énormément d'histoires d'amour, ça c'est sûr, mais elles sont toujours différentes. On vit beaucoup de moments d'adrénaline ensemble, donc on s'ennuie assez peu tous les deux. Je veux dire, soit on est super stressé, soit on est hyper heureux, soit on est hyper déçu, mais je veux dire, on a toujours des émotions assez intenses qui sont liées à l'intensité avec laquelle on vit notre métier, tout simplement, qui sont très connectées. Donc, je pense qu'au contraire, on a une relation qui ne manque pas de montagnes russes émotionnelles. Oui, surtout que vous avez été nommés à 1 semaine à peu près d'écart, je crois. Ouais, même pas 3 jours. Il me semble que d'abord c'était Germain et ensuite c'était toi. Et on voit sur les vidéos que lorsque Germain est nommé, tu es très très heureuse toi aussi. Donc il y avait déjà cette complicité avant même d'être étoile. Oui, bien sûr. On avait déjà fait nos premiers pas dans Casse-Noisette ensemble. C'était notre premier rôle d'étoile qu'on a partagé quand on était coryphée. Donc c'était une sacrée aventure qu'on a vécue ensemble parce que c'était voilà, à la fois un cadeau merveilleux, une grande chance et en même temps on était super stressés parce que quelle pression quoi. On avait déjà dansé Roméo et Juliette ensemble qui évidemment comme le nom l'indique crée des liens. Et c'était Benjamin Millepied qui avait été à l'initiative de ce choix. Ouais. C'était inattendu à l'époque pour vous deux. Et toi, Léonore, comment tu l'as vécu justement, sachant que je sais que tu avais été assez atteinte par le système des concours, qui te convenait pas spécialement. C'était quelque chose que tu attendais. Comment est-ce que tu t'es dit, bon, c'est une chance à saisir? Est-ce que tu t'es mis la pression ou est-ce que tu t'es dit, bon, c'est le destin, j'y vais? Je l'ai vraiment vécu comme une chance à saisir, ça c'est sûr et certain. Je me suis dit, bon, Léonore, t'as attendu je sais pas combien de temps pour une opportunité comme ça, alors maintenant tu vas être mignonne et tu vas pas te rater. Donc ça, c'était pour l'aspect un peu de pression, mais non, beaucoup de pression. Mais je dois dire qu'on a été très bien accompagnés. D'une part, Benjamin Millepied nous l'a vraiment fait vivre comme une opportunité et pas comme un test à ne pas rater. Et on a été coachés par Aurélie Dupont qui avait été très bienveillante et qui nous avait vraiment donné toutes les clés pour aller en scène en pleine possession de nos moyens et sûrs de ce qu'on allait présenter. Donc, et on avait eu du temps pour se préparer. On avait eu 2 mois, ce qui est plus que ce qu'on fait d'habitude, que ce qu'on a d'habitude pour préparer un rôle. Donc, je pense qu'on a vraiment été super bien accompagnés, ce qui fait que, évidemment, j'étais stressée. Évidemment, c'était une pression, hein, ça c'est sûr. Mais on y allait en sachant vraiment ce qu'on avait à faire et donc finalement assez serein par rapport à l'enjeu que ça représentait. Alors, on va retourner un peu sur le thème de l'éducation avec le texte que tu as choisi. C'est un texte d'André Léo, donc qui était une journaliste, une autrice, une militante, activiste du 19e siècle, qui a été proche de Paul Minck, de Louise Michel. On t'écoute. C'est un extrait de La femme et les mœurs qu'elle a écrit en 1869. L'ordre dans sa vieille signification n'a jamais été que le silence des opprimés, c'est-à-dire l'hypocrisie du désordre. L'ordre véritable, c'est le monde que nous cherchons. Il est dans la réalisation complète des 3 grands termes, liberté, égalité, fraternité, et non dans les voies du despotisme. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Chaque époque a ses clartés et ses ténèbres. Celle-ci fut un orage, et l'éclair incomplet n'embrassa pas tout le ciel. Qui pourrait nier cependant que de cette période le droit n'est une base nouvelle et que tout l'ordre social soit en principe renouvelé? Remplacez le mot homme par êtres humains. L'esprit est le même et l'équivoque cesse. Qui chercherait d'ailleurs
une exclusion dans cette pensée, large comme l'humanité même, ne comprendrait rien à l'élan qui la formula. En quoi il te semble important, ce texte ? Déjà, il date quand même de 1869 et on n'a pas beaucoup avancé sur pas mal de points. Donc on en revient à Gloria Steinem où je suis énervée. Ensuite, je trouve qu'il y a quelque chose de touchant qui est vraiment lié aux fondamentaux de ce qu'on considère aujourd'hui comme la France, qui est cette issue de la Révolution française qui a été au cœur de la Commune, donc l'époque où André Léo a établi, on va dire, une sorte de lutte féministe avec Louise Michel. Et je trouve ça émouvant de reprendre ces textes qui sont aussi proches pour eux. Donc, j'imagine qu'André Léo, c'est la génération de ses parents qui ont vécu la Révolution française. Et d'avoir à la fois cette envie de véritablement vivre ces principes de liberté, égalité, fraternité, et à la fois de remettre en question les fondements même de ce texte qui ne parle que des hommes. J'imagine qu'elle aussi, elle était très énervée. Et il y avait de quoi. Donc voilà, je dirais que c'est pour ça. C'est aussi parce que tu m'as donné le choix donc d'une autrice femme, et que je me suis dit qu'il y en avait beaucoup qui étaient très connues et très mises en avant en ce moment, et que je voulais choisir quelque chose de peut-être un petit peu moins évident. Et j'ai fait ce parallèle aussi avec donc les 150 ans de la Commune qui sont en ce moment même. Là, on vit une période qui est assez particulière, c'est la pandémie. Ouais. Donc toi, ça fait quand même plusieurs mois que tu aurais dû jouer plusieurs ballets. Et ce n'a pas été le cas. Comment tu le vis, sachant que toi, tu travailles tous les jours quand on est danseur étoile et qu'on travaille pour l'opéra, on y va tous les jours, même pendant la pandémie, on travaille des ballets jusqu'au bout, sauf qu'en fait, on ne connaît pas la naissance sur scène. Comment tu le vis ? Disons que déjà, je vois comme une chance la possibilité de travailler tous les jours, parce que pendant la première partie de l'épidémie, quand on a été confinés, donc c'était entre mars dernier et nous, on n'a pas eu la possibilité de retourner à l'opéra entre mars et juin, à peu près. Ça, c'était vraiment dur. Parce que du coup, je m'entraînais chez moi. Et c'est pas drôle. J'habite dans un appartement parisien. C'est pas vraiment le meilleur format pour la pratique de la danse. Et puis, on est seul. Et puis, c'est clairement pas drôle. À partir du moment où j'ai pu retrouver l'opéra et une sorte de quotidien, du coup, presque inchangé avec mes cours et mes répétitions, ça a été beaucoup plus agréable. Et puis, je me suis dit que c'était une chance par rapport à d'autres pays où ils pouvaient toujours pas aller s'entraîner sur leur lieu de travail. Ensuite, je suis incorrigiblement optimiste. Donc, à chaque fois, je me dis non, mais je pense que là, on va pouvoir y arriver. Donc, pas mal de déceptions, du coup, puisque à chaque fois, j'y croyais et en fait, non. Mais c'est ce qui me permet de travailler aussi. Il faut que j'y croie. Il faut que je me dise, on va aller au bout cette fois-ci parce que sinon, on se fait pas mal comme il faut se faire mal pour travailler un rôle. Enfin, il faut repousser ses limites et je repousse pas mes limites si je me dis pas que je vais aller en scène à un moment donné. Donc voilà, c'est de l'autoconviction. Mais là, j'y crois vraiment, non ? Donc bientôt 31 ans. Ouais. Tu te sens femme, complètement femme ? Allez, oui. Ça veut pas dire qu'il me reste pas encore plein de choses à apprendre. Puis je vais sûrement changer d'avis encore plein de fois. Mais je pense que l'important, c'est qu'on en ait la possibilité de se définir finalement un peu comme on veut et de vivre sa féminité en fonction de son âge, de sa situation et sans contrainte sociétale trop importante. Merci beaucoup, Léonore. Avec plaisir. C'était Écoutez les filles, un podcast de Vanity Fair. Retrouvez les autres épisodes de la saison sur toutes nos plateformes et partout où l'on écoute des podcasts.